Déjà, bienvenue à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour vous parler d'un sujet, vous le savez, qui me passionne, LinkedIn. Comment vous allez pouvoir travailler votre profil LinkedIn et la manière de l'utiliser au quotidien pour que ce soit bénéfique pour votre carrière. J'ai pas du tout l'intention de vous transformer en influenceur. L'idée, c'est que vous puissiez l'utiliser intelligemment sans non plus être obligé d'y passer des heures. C'est aussi l'objectif, c'est que vous puissiez y prendre du plaisir et que ça devienne une petite routine un petit peu tous les jours et qu'à un moment donné, ça amène à vous des employeurs, des cabinets de recrutement, toute personne qui pourrait être intéressée à travailler avec vous. C'est valable aussi, parce que je sais qu'il y avait des personnes qui créaient leur activité, qui étaient à leur compte. C'est aussi valable, les mêmes techniques pour un indépendant, pour un entrepreneur, que pour quelqu'un qui veut booster sa carrière. C'est exactement la même méthodologie, vous allez voir, c'est ça qui est totalement magique. Alors, au programme aujourd'hui, donc on va pimper un peu votre profil, parce que c'est la première chose qui est essentielle. Comment justement attirer les recruteurs, comment aussi mettre en avant les bons mots-clés pour que l'algorithme vous repère et en tout cas vous positionne correctement sur l'ensemble de l'outil. On va travailler aussi le réseau sur LinkedIn, savoir qui vous devez accepter, comment vous devez échanger avec les gens, comment comprendre aussi tout le côté, on parle souvent de personal branding, donc c'est aussi important. Les neurosciences, j'adore y mettre à chaque fois quelques petites neurosciences, expliquer pourquoi c'est important. Quel impact ça va avoir sur le cerveau de vos interlocuteurs quand ils vont voir certaines informations, quand ils vont voir certaines couleurs, certaines images, tout ça, c'est aussi important. Et puis, si on a du temps, si je ne suis pas trop bavarde, et pour ceux qui le souhaitent, on pourra faire une analyse de profil en direct s'il y a des volontaires. En sachant que même après, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi m'écrire en privé sur LinkedIn, me dire « Bon, Amélie, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil à mon profil ?» Avec grand plaisir. Et comme toujours, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Première partie, la partie sur pimper votre profil. Alors, j'ai pris un exemple. J'ai pris l'exemple de mon amie, du coup, Marie-Sophie, que vous connaissez peut-être, qui parle souvent RH. D'ailleurs, elle a une newsletter RH que je vous invite à suivre également, qui est très intéressante. Et je trouvais que son profil était bien réalisé. Alors déjà, la première chose, on va le voir assez rapidement, c'est la photo. La photo, elle est essentielle. C'est une jolie photo. On la voit avec le haut du buste. On pourrait le zoomer un tout petit peu plus, mais pas besoin d'avoir un zoom entièrement sur la tête, parce que ça, c'est assez… ça fait peur, en fait, aux gens quand le zoom est trop proche de la tête. Et l'idée, c'est on a l'impression de rentrer un peu dans le champ privé de la personne. Donc, d'avoir une photo qui est de qualité, que vous faites par vous-même, avec de l'IA, avec un photographe, c'est vous qui voyez. Mais l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir d'avoir une jolie photo qui accroche tout de suite le recruteur. Ensuite, il y a la bannière, forcément. Si vous ne mettez pas de bannière, on a un arrière-plan qui va être gris, c'est assez moche. Et donc, c'est quand même un petit peu dommage. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va accrocher. Ensuite, on a le plus important, ça va être les mots-clés donc dans le titre. Encore une fois, l'objectif, ça va être de dire qu'est-ce que vous faites. C'est pas qu'est-ce que vous cherchez. C'est pas je cherche un job, mais on va quand même se projeter. C'est aujourd'hui, je suis, je sais pas, directeur commercial international, mobile sur telle et telle zone, bilingue ou trilingue. C'est aussi mettre en avant vos qualités. Vous pouvez faire des phrases. En tant que directeur commercial international, c'est quoi votre job? J'aide tel type d'entreprise à faire tel type de choses. Voilà comment je m'y prends. Ou voilà 2-3 petits éléments qui sont mes points clés, mes atouts. Encore une fois, l'idée, c'est de vous valoriser. Souvent, comme on voit l'appellation juste titre, on se dit, OK, il faut juste mettre une fonction. Alors qu'en fait, le titre sur LinkedIn, c'est bien plus que la fonction. Vous n'êtes pas juste, je sais pas moi, marketing manager, vous êtes un peu plus que ça. Parce que sinon, l'idée, c'est de se dire, OK, le recruteur, l'employeur ou le futur client qui passe par là, il doit comprendre votre valeur ajoutée, il doit comprendre comment vous allez pouvoir l'aider, l'accompagner et à quel problème vous pouvez l'aider de résoudre. Encore une fois, on en dit un petit peu plus dans son titre. Et c'est pour ça qu'il y a de la place. Vous avez plein de caractères disponibles pour mettre sur 2 ou 3 lignes facilement les éléments. Vous pouvez tester vos titres. Vos titres, ils peuvent aussi suivre votre actualité. Vous êtes présent dans un salon, vous pouvez changer la bannière, vous pouvez l'indiquer dans votre titre. Vous êtes présent, vous êtes en train de développer un nouveau produit, hop, vous pouvez l'afficher directement, soit dans la bannière, soit dans votre titre. Donc, le titre, il est vraiment important et l'objectif, c'est d'y aller et de se faire plaisir là-dessus aussi, d'être le plus précis
dans les termes. Et encore une fois, pensez à l'algorithme qui va repérer tous ces mots-clés, qui va repérer tous les atouts que vous avez et qui va le référencer pour tous les recruteurs, à la fois pour sa machine à elle, mais aussi pour les recruteurs qui vont, eux, taper des mots-clés. Et l'idée, c'est que ces mots-clés se retrouvent quelque part sur votre profil, donc déjà dans votre titre. Ensuite, on a... alors, modifier régulièrement le titre a une influence sur l'algo. Ça n'a pas forcément une influence sur l'algo, mais l'intérêt, c'est de tester, de voir potentiellement si on fait tous les mois ou tous les 2 mois, on change le titre, de voir, si on a plus de contacts, si est-ce que l'employeur ou un recruteur nous contacte directement, ça veut peut-être dire que le titre l'a marqué davantage, l'a interpellé davantage. Et donc là, se dire, OK, c'est peut-être ce titre qui est plus engageant pour moi. Si on s'arrête juste à une fonction, on ne voit pas tous la même chose derrière une fonction. Donc, d'où l'intérêt derrière d'ajouter, je ne sais pas si on est spécialisé sur un secteur, sur un métier, sur des langues, sur des logiciels même. Ça peut être aussi intéressant de les valoriser. Donc, et comme on a la place, on peut, moi ça m'arrive mais très régulièrement de modifier un mot, de modifier l'ordre en fonction de l'actualité, de ce que je veux mettre en avant, des cibles que je suis en train de prospecter, je vais forcément changer mon titre pour les interpeller davantage. Ensuite, on a la deuxième partie qui est la partie effectivement ma sélection où vous pouvez mettre des petits éléments en avant. Alors, vous pouvez mettre votre CV, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus funky. Mais là, ce que vous pouvez mettre un peu, c'est côté entrepreneur, on va dire la preuve de votre efficacité. Le fameux, on parle souvent de POC pour un entrepreneur. Mais là, l'idée, c'est de démontrer vos compétences et ce que vous êtes capable d'apporter à une entreprise. Donc, ça peut être peut-être que vous avez travaillé sur un projet, peut-être que vous êtes, je sais pas, peut-être que vous avez fait des relations presse, vous êtes apparu dans un magazine, peut-être que vous avez participé à un podcast. Si vous n'avez rien fait de tout ça, ça peut être aussi des publications que vous avez écrites sur LinkedIn, c'est-à-dire un post qui justement parle de votre métier, quel est l'avenir du directeur commercial international en 2025, et où vous vous êtes dit, tiens, je fais un article pour dire, OK, c'est quoi les enjeux pour une entreprise qui fait de l'import-export d'avoir ce type de profil aujourd'hui, à quoi elle doit s'entendre, où là, on va voir votre expertise. Ça peut être sur un métier, ça peut être sur des outils, ça peut être sur un secteur d'activité. Donc là, vous pouvez programmer et créer 2-3 publications sur LinkedIn qui mettent en avant votre expertise. Et du coup, vous allez pouvoir les épingler dans la partie Ma sélection. Comme ça, le recruteur, le futur employeur qui va arriver sur votre profil, il voit votre bannière, il voit votre photo, il voit votre titre. Et hop, tout de suite après, il va voir votre sélection avec tout de suite les 2 ou 3 expertises qui vont être mises en avant. Si vous en mettez plus que 3, vous voyez là sur la sélection de Marie-Sophie, à droite, elle a une petite flèche et donc ça oblige la personne à aller swiper, d'aller tourner un petit peu les autres slides et elles le font rarement. On ne va pas se le cacher, on va rarement cliquer sur la petite flèche. Donc, l'idée, c'est d'en laisser 2 ou 3 grand maximum dans ma sélection. Comme ça, elles sont tout de suite visibles. 3 sont visibles sur l'ordinateur et je crois que sur le smartphone, il n'y en a que 2 qui sont visibles en premier. Donc, mais comme ça, encore une fois, ça met en avant vraiment votre expertise. Et c'est ce qu'on veut voir, puisque on est là pour séduire à la fois que ce soit un employeur ou un futur client. On a la partie info. Alors, celle-là, elle est toujours incroyable, cette partie info, parce que soit on n'a rien, soit on a un petit texte qui n'est pas faux. Si vous avez un LinkedIn en version gratuite, l'idée, c'est peut-être soit d'écrire vous-même la partie info, soit de vous aider d'une IA. Ça peut être Gemini, Mistral, ChatGPT, ce que vous voulez, qui va vous aider à écrire un peu votre partie info en disant, OK, qui je suis, c'est quoi mes forces aujourd'hui, comment je peux être utile à une entreprise, qu'est-ce que je peux leur apporter. Et derrière, c'est, OK, on fait un appel à contact, c'est contactez-moi sur telle adresse email. L'idée, c'est de mettre votre adresse email parce que comme ça, un recruteur qui est intéressé, il va tout de suite prendre l'adresse email et peut vous écrire en direct. Il n'est pas obligé de vous faire un se connecter pour envoyer un message. Donc ça peut être intéressant. Ne laissez pas vos portables. On a toujours des pervers qui appellent un petit peu à tout va, mais au moins l'adresse email, ça peut être intéressant. Si vous avez un LinkedIn en version premium, vous avez déjà une IA qui est intégrée et qui peut vous aider à travailler un petit peu votre texte. Le texte peut être un petit peu long, c'est pas grave. Les premiers éléments importants vont être là-haut, vont mettre tout de suite votre expertise. Je reprends l'exemple du directeur commercial international depuis 15 ans, expert sur tel secteur
secteur ou sur tel métier ou sur telle zone géographique. Et derrière, c'est OK, qu'est-ce qui a fait, pourquoi je suis un expert, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux accompagner une entreprise, quels sont les enjeux, encore on peut résumer, comment je peux vous accompagner au quotidien en tant que futur directeur commercial. Encore une fois, c'est comment vous résolvez les problèmes de votre futur employeur. On est toujours orienté sur le besoin, la difficulté et l'opportunité que vous avez à lui amener une solution. On est toujours là-dessus. On n'est pas sur « je cherche un job, aidez-moi ». On est sur comment je réponds à un problème. Et vous êtes là pour répondre à plein de problèmes des entreprises. Et c'est pour ça qu'elles vous recherchent toutes. Ensuite, on a les… Oui, tout à fait. Comme le dit Arnaud, amusant car le CV doit être court, mais le profil LinkedIn peut être très, très bavard. Effectivement, on peut mettre tout ce qu'on veut sur le profil LinkedIn et on se rend compte que les recruteurs ont moins de difficultés à lire un profil LinkedIn et à prendre du temps, pour le coup, à le lire, là où ils vont râler parce qu'on est toujours dans l'idée qu'un CV doit mettre une page. Alors qu'aujourd'hui, on peut très bien avoir un CV de 2 pages. Quand ça fait plus de 20 ans qu'on bosse, c'est tout à fait normal d'avoir un CV de 2 pages. Mais on a encore des recruteurs qui disent « Ah ben non, un CV, ça doit être sur une page. » Bon, mais par contre, quand ils sont sur LinkedIn, si tout ce qui était sur LinkedIn, on le mettait sur un document Word, ça fera au moins 3 ou 4 pages, mais ça ne leur pose pas de problème. Donc, c'est assez paradoxal. C'est aussi intéressant parce que tout ce que vous mettez sur LinkedIn est référencé dans Google, donc ça vous permet aussi d'être mieux référencé. Il y a énormément dans les techniques de sourcing chez les recruteurs. L'idée, c'est aussi soit de recruter directement depuis LinkedIn, soit de passer par Google, donc d'utiliser le booléen pour mettre des mots-clés et en fait pour repérer les profils LinkedIn. Donc en fait, très souvent, les recruteurs tapent des mots-clés sur LinkedIn, sur Google pour arriver sur un profil d'un candidat sur LinkedIn. Parce que tous les mots-clés vont être référencés dans Google et donc ça vous permet de sortir aussi plus rapidement du lot. Et puis, tous ces mots-clés que vous mettez, c'est aussi, encore une fois, ça va nourrir l'algorithme qui va nourrir à son tour les entreprises. Les expériences, soyez pareil, gourmands, mettez-nous les éléments. Ne vous contentez pas du titre que vous avez sur votre contrat de travail, parce que très souvent, vous avez évolué dans l'entreprise, il n'y a pas forcément eu d'avenant où vous mettiez à jour votre CV et donc ce que vous faisiez dans l'entreprise. Donc, si vous vous contentez uniquement du contrat de travail, du certificat de travail qui disait que vous étiez, je sais pas moi, chargé de développement commercial, alors qu'après, vous étiez directeur, l'idée, c'est d'aller au-delà du titre exact qu'il y avait sur votre contrat. Là, encore une fois, on explique, on met une fonction, on peut mettre le secteur, l'envergure du poste, et dans les missions, on va expliquer quel était votre rôle, avec qui vous avez travaillé. On va faire un peu comme une méthode STAR. Souvent, on rappelle le contexte, on explique les tâches, les missions qu'on a réalisées, les résultats qu'on a obtenus. Vous avez obtenu des prix, vous avez réduit de 30% des dépenses, vous avez gagné 10% de part de marché, peu importe, l'idée c'est de montrer en quoi vous avez été utile pour l'entreprise. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce que vous avez fait pour la boîte dans une entreprise. L'idée c'est de dire quel était vraiment, à quoi a été utile mon expertise, quelles a été peut-être les 2 ou 3 missions essentielles sur lesquelles j'ai bossé. Souvent, je prends l'exemple des assistantes de direction. Sur leur CV, elles vont dire qu'elles répondent au téléphone. Juste, on va dire, OK, c'est logique, c'est la base, mais c'est peut-être pas là où elles ont leur plus-value. Et donc, l'idée, c'est de vraiment trouver là où vous avez votre plus-value pour le mettre en avant sur LinkedIn. C'est la même chose sur le CV, hein, absolument. Ensuite, on a la partie formation, parce que c'est toujours aussi intéressant de mettre en avant toutes les formations que vous suivez et aussi toutes les formations continues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se dire que peut-être que vous avez suivi des MOOC, peut-être que vous avez suivi une petite formation qui a duré 2 ou 3 mois, peut-être que vous avez fait une petite certification. Tout ça, c'est des choses en plus qui montrent que vous avez ce goût de l'apprentissage en continu et que vous avez cette envie de continuer à performer et d'apprendre et d'avancer et que vous n'êtes pas arrêté à votre diplôme de 97, 98, 2000 ou que sais-je, mais que vous continuez à apprendre. Et ça, c'est ultra important. Donc, on n'hésite pas à les mettre en avant. En même temps, ça vous permet d'être bien référencé aussi directement sur les pages, soit de l'école, soit des certifications, soit des MOOC que vous avez suivis. Donc, c'est des petits éléments qui sont intéressants. Je vous invite vraiment à les regarder sur edX, donc EDX, ou sur Udemy, Coursera. Il y a plein de petites formations qui sont juste ultra intéressantes à suivre, avec certification ou sans certification. Donc, vous payez pas, c'est la différence. Et l'idée, encore une fois, c'est de vous amuser à apprendre et à découvrir plein de choses. Et même à aller des fois au-delà de votre périmètre de métier
métier ou secteur, juste pour travailler un peu sa curiosité intellectuelle et montrer que parce que je vois souvent le cas, une fois qu'on a passé 45, 50 ans, beaucoup de recruteurs vont vous trouver trop vieux, trop ceci, trop cela. Ouais, mais on aime apprendre et on s'intéresse à la vie qui nous entoure. Et donc, on est ultra agile, bien plus qu'on ne le pense. Dans la partie compétences, vous allez pouvoir référencer tous vos atouts, toutes vos qualités, toutes vos expertises aussi. Donc, vous allez pouvoir mettre les mots-clés. Là, c'est une partie qui est importante pour vraiment référencer un maximum de mots-clés, vraiment pour nourrir l'algorithme. Très rarement, un recruteur va aller regarder ce que vous avez mis dans la partie compétences, clairement. C'est vraiment pour nourrir l'algo là qu'on le fait. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez relier vos expériences aux compétences. Donc, quand vous ajoutez une compétence, d'ailleurs, on le voit, Marie-Sophie l'a fait, où elle met des petits carrés. Je pense que c'est ça qui indique les compétences qu'elle a développées et donc qui sont rattachées à son expérience. Il y a même dans la partie info, le petit résumé, on peut rattacher des compétences aussi. Donc ça, c'est, je trouve, de plus en plus intéressant. Il y a quelques temps, on était limité à maximum 50 compétences. Maintenant, il n'y a plus de limite. On peut en mettre autant qu'on veut. Donc, soyez, encore une fois, généreux dans les compétences, en français, en anglais. Encore une fois, tout dépend quelle est votre cible. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Si votre cible, c'est le marché français, vous avez un profil en français. Si votre cible, c'est les deux marchés français et international, il vous faut deux profils. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous créer, non pas un deuxième profil, mais créer vous avez des fois le petit en haut à droite la possibilité de créer, de dupliquer entre guillemets votre profil pour avoir une version anglaise. Comme ça, une personne qui travaille sur un ordi avec une configuration, on va dire, anglaise, va directement arriver sur votre profil qui sera lui configuré en anglais. Si elle souhaite le voir en français, elle cliquera sur le petit drapeau, parce qu'il y aura les deux petits drapeaux qui seront mis en avant, et donc la personne pourra cliquer sur le choix du drapeau de son choix. Donc, si vous avez créé un profil au tout début de la genèse de LinkedIn, d'abord en français, ne changez pas l'intérieur pour le passer en anglais, dupliquez-le simplement pour en avoir un autre en version anglaise, parce que sinon c'est un peu le beans pour tout le monde qui vient visiter votre profil. Donc les parties compétences, on est généreux, on met un maximum de choses, les langues, les logiciels, tout ce qui peut intéresser encore une fois l'algo à vous valoriser et à vous aider à sortir de l'eau. Ça, c'est la partie la plus longue à faire, mais la plus importante. D'ailleurs, je vous mets ce petit QR code pour ceux que ça intéresse, mais qui est ultra importante parce que si votre profil n'est pas bien rempli, n'est pas généreux, n'est pas joli à regarder, ben en fait, on va le passer très vite quand on va trier tous les profils parce s'il n'est pas rempli, on va se dire bah, il manque des choses, bon, c'est pas ouf, allez, je passe. Et donc, l'idée, c'est d'attirer l'attention du recruteur ou de votre futur client sur votre profil et d'en faire une page de vente. En fait, votre profil LinkedIn, c'est une page de vente. Si vous avez des images à ajouter, des liens YouTube en lien avec ce que vous avez fait, qui prouvent encore une fois ce que vous avez réalisé, ajoutez des petits médias à chaque expérience. Encore une fois, c'est un moyen d'attirer et de capter l'attention de la personne que votre futur boss ou de futur client. Donc là, dans le petit QR code, c'est la liste des questions stratégiques que vous pouvez poser donc, à ChatGPT ou à une autre IA qui peut vous aider à améliorer votre profil LinkedIn. Comme ça, je vous ai fait une petite liste assez sympa. Comme je vous expliquais, ce qui était important, c'était le côté un peu biais d'ancrage. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la première information que l'on va voir. Bah, ça va en fait ancrer une impression, c'est-à-dire on a une bonne première impression, on a une mauvaise première impression, et ça va devenir la référence. Si je vois sur le profil d'une personne une photo de qualité, une bannière de qualité et un titre où je me dis ok, ça c'est une personne qui est carrée, qui est sérieuse, et bien en fait je ancre en moi que j'ai ce type de personnalité en face. Et ça tombe bien, c'est peut-être ce que je recherche. Si au contraire, vous m'aviez mis une photo, je ne sais pas moi, multicolore, je me dis, ok, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup, qui a un autre type de personnalité par rapport à ce que je recherche, bon, effectivement, ça va mettre ça va devenir la référence, en fait. Quand je vais commencer à analyser le profil de la personne, la première chose que j'ai me sert de référence. Et donc, c'est vraiment important que vous soyez raccord avec l'image que vous avez envie de donner pour votre futur employeur. Ça aussi, c'est ultra important. Voilà, une accroche bien rédigée dans le résumé permet aussi de positionner son image dès le premier regard. C'est vraiment quelle image vous voulez donner, quelle est la première impression qu'on doit avoir de vous. Et ça, c'est ultra important.
On a aussi le biais de confirmation, l'idée de valider les premières impressions, c'est-à-dire que inconsciemment, le recruteur, quand il démarre une mission de recrutement, il se dit « Ok, je dois chercher un candidat qui a tel type de choses ». Donc, on a l'exemple, c'est valable aussi, le biais de confirmation fonctionne aussi beaucoup en entretien, mais on l'a dans la vie de tous les jours. Soit j'ai une première impression qui est positive, je cherche une personne qui est confiant, et donc qui va interpréter tous les éléments que vous mettez sur votre profil, mais aussi dans vos publications. Et donc, il va se dire, soit ça me conforte dans l'idée de ce que je recherche, soit au contraire, ça n'a rien à voir avec ce que je recherche. Donc ça aussi, c'est ultra important parce que la première impression, souvent, elle est la bonne. Et si on a une mauvaise première impression, c'est quasiment impossible de faire en sorte que le cerveau change d'avis. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont essentiels. Encore une fois, c'est qu'est-ce que je veux ancrer dans la tête de l'autre et quelle est l'image que je veux lui laisser. Les deux sont très liés, mais elles sont importantes. J'ai des petits chiffres sur LinkedIn qui sont importants aujourd'hui, donc 28 millions de membres, ce qui est quand même pas mal. 54% des utilisateurs ont entre 25 et 35 ans. Il y a quelques années, c'était les plus de 40 ans qui étaient majoritaires sur LinkedIn. LinkedIn a essayé de rafraîchir un petit peu sa base de données et a fait un gros travail avec les écoles et les universités pour rajeunir et faire venir les jeunes sur la plateforme. Il y a eu beaucoup de profils fantômes parce que les jeunes créaient un profil mais ne l'utilisaient pas. Donc, ils ont même fait venir des influenceurs qui étaient sur YouTube pour motiver les jeunes à venir sur LinkedIn. Ça fonctionne. Maintenant, on voit tous les entrepreneurs entre 25 et 35 ans, tous ceux, vous savez, qui gagnent 10 000 euros par mois, mais qui sont en auto-entreprise, tout va bien, qui sont sur LinkedIn. Donc après, voilà, il faut trier un petit peu tout ce qu'on voit sur LinkedIn. Tout n'est pas toujours vrai, mais c'est vrai que les 25-35 ans sont majoritaires. Après, il y a quelques petits chiffres. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière ça en lien avec le recrutement? 95%, qu'est-ce que ça pourrait être? Qui a une petite idée? Ou d'autres chiffres sur les autres, d'autres idées sur les autres chiffres? T'as l'idée? On sèche. On le sèche. En fait, 95%, c'est des études que vous pouvez retrouver sur Digimine également. 95%, c'est les professionnels du recrutement aujourd'hui qui sont présents sur LinkedIn et qui l'utilisent pour recruter. Donc, LinkedIn est clairement aujourd'hui un élément essentiel dans le recrutement. On ne peut pas se passer de LinkedIn pour recruter, à tel point que les meilleures plateformes de recrutement, que ce soit en France ou à l'international, et notamment aux États-Unis, c'est aujourd'hui LinkedIn et Indeed. Ce sont les deux plateformes qui trustent carrément le marché du recrutement. Les autres font un peu grise mine, et à tel point que même LinkedIn, quand elle prospecte, quand les commerciaux prospectent des entreprises, donc des commerciaux de LinkedIn qui prospectent des entreprises pour leur vendre du coup des abonnements, disent même aux entreprises, ne passez plus par les cabinets de recrutement, vous avez LinkedIn, vous avez tout ce qu'il faut. Ils sont même en train de couper le marché des cabinets de recrutement qui font du coup de plus en plus la gueule. 89%, c'est le nombre de recruteurs qui ont déjà pourvu un poste grâce à LinkedIn. C'est quand même pas mal. Et 48%, c'est 48% des recruteurs qui affichent uniquement leur poste sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a presque une offre d'emploi sur deux qui est uniquement publiée sur LinkedIn et qui ne sera pas publiée ailleurs. Alors, quand je dis publiée, ce n'est pas forcément publié que dans la partie offre d'emploi. Elle peut être aussi publiée dans la partie publication, post que les collaborateurs peuvent faire. C'est-à-dire que le RH lance un recrutement, il n'a pas envie de payer, donc il ne va pas le mettre dans la partie offre d'emploi, mais il va demander à ses collaborateurs RH ou l'équipe du service dans lequel il va être de partager l'offre d'emploi depuis leur profil à eux, LinkedIn, parce que du coup, c'est gratuit, ça permet de récupérer des CV, voire des contacts, ou de renvoyer les gens directement vers le site carrière de l'entreprise sans avoir à payer quoi que ce soit. 6, c'est 6 personnes embauchées chaque minute sur la plateforme LinkedIn. C'est dans le monde, bien sûr, mais c'est quand même pas mal, 6 personnes toutes les minutes qui sont embauchées. Moi, je trouve que j'ai imaginé que les prochains, ce soit vous. Du coup, on est tous recrutés très, très vite. Donc ça, c'était vraiment la première partie. Pour la partie profil, est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Je vois Arnaud qui m'avait mis aussi LinkedIn Learning, c'est bien aussi, c'est très, très bien aussi, LinkedIn Learning.
Surtout que vous y avez accès grâce à l'IPAG Alumni, je pense. C'est ça, hein? Je voulais préciser, merci Arnaud de parler de LinkedIn Learning. Pour nos membres premium, pour les diplômés qui sont intéressés, allez sur le site IPAG Alumni. Il y a un onglet devenir membre premium, c'est 80 € par an et vous avez plein d'avantages supplémentaires, dont l'accès illimité à LinkedIn Learning. Voilà. Et ça, c'est canon. Donc, franchement, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez le LinkedIn Learning en mode des vidéos classiques. Et vous avez aussi, maintenant, j'ai vu qu'ils avaient sorti les shorts, donc des petites vidéos très courtes pour apprendre en quelques secondes, quelques minutes des éléments. J'ai envie de dire, c'est un peu pour vous donner envie d'aller grignoter encore plus de formations qu'ils proposent au sein de LinkedIn Learning. Donc, voilà, faites-vous plaisir avec ça aussi. C'est assez rapide à faire, les formations sur LinkedIn Learning, et ça peut être intéressant. Challenge, se faire recruter d'ici la fin de la visio. Wow. Allez. Bon, peut-être pas. Si vous avez tous un profil parfait, pourquoi pas. Ensuite, la deuxième partie, ça va être sur la partie réseau. C'est une partie qui est aussi très importante, qu'on a toujours un petit peu du mal à utiliser. Je sais pas pourquoi en France, le réseau, ça fait peur et on le compare trop souvent au piston, alors que c'est pas du tout la même chose. Alors que dans d'autres pays anglo-saxons, le côté réseau, c'est juste ultra naturel parce qu'on sait que c'est par là que viennent un maximum d'opportunités. Donc, le réseau, qu'est-ce que c'est? L'idée du réseau, c'est justement de regrouper toutes les personnes que vous avez peut-être déjà croisées dans votre vie. Je ne vous demande pas d'être ultra intime avec eux, mais au moins de les avoir croisés une fois. Donc, bon, on a la famille, ok, mais après, on a toutes les personnes qu'on a rencontrées peut-être à un salon professionnel, les personnes qu'on a rencontrées sur le banc de l'école, toute l'équipe de l'IPAG Alumni, tous les intervenants que vous pouvez croiser, les personnes que vous croisez peut-être à la salle de sport, que vous croisez en soirée avec des potes, lorsque vous allez faire des meet-up ou des soirées networking, c'est des soirées réseau. Si vous allez à des conférences, à des colloques, tout ça, c'est l'occasion de développer votre réseau. Il y a aussi tous les gens avec qui vous pouvez échanger sur LinkedIn, même si vous ne les avez pas vus dans la vraie vie, même si vous n'avez pas serré la main ou quoi que ce soit. C'est aussi des personnes qui font partie de votre réseau. L'idée du réseau, c'est de se dire que c'est des personnes avec qui vous avez un centre d'intérêt en commun. Et donc, à partir de ce centre d'intérêt en commun, il y a moyen d'échanger, de discuter et d'agrandir justement le cercle de contact en disant, tiens, c'est l'ami d'un ami qui connaît un ami qui peut-être a des infos sur une entreprise, un métier, un secteur qui va pouvoir me permettre de rencontrer la bonne personne. Ce n'est pas forcément les personnes que vous connaissez le plus, qui sont les plus proches de vous, qui vont vous aider le plus. Je prends l'exemple souvent de la famille. Comme ils vous connaissent beaucoup, ils connaissent votre caractère et votre tempérament, ils n'ont pas envie de se mouiller trop pour vous. Mais par contre, une personne qui vous connaît, qui vous a croisé une soirée, vous a trouvé sympathique, vous faites le même métier, elle peut vous référencer, elle peut vous dire, tiens, je connais telle entreprise qui recrute, ou je connais le DRH ou le directeur co de telle entreprise, n'hésitez pas à les contacter de ma part. Ça n'engage en rien. Le fait de travailler le réseau, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne s'engage pas sur votre compétence, on fait simplement que faciliter le fait d'ouvrir une porte. On vous ouvre une porte pour aller discuter avec quelqu'un. C'est tout ce qu'on fait. C'est ça l'intérêt du réseau. Si on s'engage sur vos compétences, ça veut dire qu'on les a analysées avant, qu'on les a validées. Ce n'est pas notre métier dans le réseau. Le réseau, c'est juste, tiens, je connais un tel, je le mets en relation avec un tel. Après, ça marche ou ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais j'ai fait une mise en relation. C'est vraiment tout ça l'intérêt du réseau. Donc, il ne faut pas y mettre d'affect. Et là, parfois où c'est un peu dur, c'est vraiment juste se dire, tiens, j'ouvre une porte. L'idée, c'est d'ouvrir un maximum de portes. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu la théorie de Milgram, hein? Toujours pas. Eh ben non. Eh ben non, Arnaud qui est mort de rire. C'est exactement ce que je viens de vous raconter, en fait. La théorie de Milgram, c'est une théorie qui date des années... alors lui, il est né de 30 et il est mort en 84 de mémoire. Et en fait, il avait fait une expérience à un moment donné dans une classe dans les années 60 où l'idée, c'était d'aller déposer une enveloppe à un autre professeur dans un cours à côté. Et il avait dit aux étudiants, vous ne pouvez pas aller lui donner en direct, vous devez passer par les personnes que vous connaissez. Donc, vous devez le relayer cette enveloppe pour que mon contact puisse avoir cette enveloppe. Et donc, les étudiants se sont dit, attends, moi, je sais que je connais quelqu'un à la cafette, qui connaît quelqu'un à tel endroit, qui connaît quelqu'un en salle des classes, qui connaît quelqu'un qui va pouvoir lui remettre l'enveloppe. Et donc, en faisant 6 degrés de relation, donc en faisant 6 poignées de main, ils avaient réussi à transférer l'enveloppe à la personne sans avoir à aller la voir en direct.
L'intérêt de la théorie de Milgram, c'est de se dire qu'en fait, votre premier cercle de réseau, donc le réseau numéro 1 qu'on a notamment sur LinkedIn, mais aussi dans la vraie vie, c'est pas forcément eux qui vont vous donner la solution en direct. Mais par contre, ils vont dire, attends, je connais quelqu'un. Et c'est je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va vous permettre de trouver le bon contact. Souvent, il faut aller jusqu'au 3e contact, voire 4e, pour arriver à tomber sur la bonne personne, sur l'entreprise ou sur le futur prospect, client, autre, qui aura besoin de vos services ou qui aura besoin de vous recruter. Donc, c'est encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas être gêné de poser des questions aux gens, de dire, voilà, est-ce que tu connais quelqu'un qui, ou est-ce que tu connais le DRH ou le manager dans tel service. Encore une fois, l'idée, c'est, je pose la question et je vais voir si la personne peut me recommander ou simplement me donner un nom. Donc ça, c'est vraiment la théorie de Milgram, d'où l'intérêt non pas de multiplier son réseau, mais en tout cas de ne pas avoir peur d'être mis en contact et d'aller lui poser des questions et d'ajouter des personnes, encore une fois, qui ont un centre d'intérêt en commun avec vous. Moi, je m'étais amusée un petit peu à regarder les personnes qu'il y avait dans mon réseau. J'ai quand même Barack Obama en réseau numéro 2. Je me dis quand même que c'est la classe. Je crois qu'il me reste plus qu'une ou 3 relations là, sur la site, c'était une, je pense qu'il m'en reste plus que 2 relations en commun, entre guillemets, c'est-à-dire que là, la relation en commun, c'est une personne qui est en commun entre moi et Barack Obama, c'est-à-dire qu'elle est en contact numéro 1 avec Barack, comme elle est en contact numéro 1 avec moi, et donc ça pourrait être elle qui pourrait être le pont pour que je puisse lui dire, tiens, tu pourrais me mettre en contact avec Barack, j'aimerais bien aller me prendre une bière avec lui un jour, la prochaine fois qu'il vient sur Paris, et il faudrait que je lui demande, du coup, de dire, est-ce que tu peux m'arranger tout ça? Je ne l'ai pas encore fait, forcément. J'ai Adeline Perez, je ne sais pas si vous la connaissez, Un amour de chef, qui fait plein de vidéos, que ce soit sur TikTok et maintenant sur LinkedIn, pour parler justement de cette génération Z difficile à manager. On a Karine Triulé qui fait aussi, d'abord très connue sur TikTok et qui est maintenant aussi sur LinkedIn, qui fait plein de vidéos pour parler de la recherche d'emploi, donc n'hésitez pas à les suivre. Hugo Traverse, du coup, de Hugo Décrypte, j'ai essayé de le demander en contact, donc j'attends, je n'ai pas eu de retour. Donc lui, il m'a mis un vent pour le moment. Mais je suis en réseau numéro 2, donc potentiellement, j'ai 29 personnes dans mon réseau qui sont en contact direct avec lui. Donc, je pourrais très bien passer par elle pour lui dire, tiens, est-ce que tu peux me faciliter la mise en relation avec Hugo, ou est-ce que tu pourrais me donner telle et telle information pour que je puisse essayer de contacter Hugo. Donc, encore une fois, c'est ça aussi l'intérêt du réseau, c'est de pouvoir rebondir facilement et d'échanger avec un maximum de personnes. Je vais parler du test du chamallow. J'imagine que c'est la même chose, il y en a plein qui ne doivent pas le connaître. Aussi dans les années 60, il y avait, c'était à Stanford, ils avaient fait une étude, qui était quand même assez, entre guillemets, un peu incroyable. Ils avaient en fait demandé à plein d'enfants, chacun à son tour, ils arrivaient dans une pièce et en fait, ils disaient à l'enfant, écoute, voilà, là tu vois, il y a une table, il y a un chamallow sur la table, eh bien, soit tu le manges là tout de suite, mais tu n'en auras pas d'autres. Soit tu es patient et si tu attends au moins 15 minutes, ce n'est pas un chamallow que je te mets en plus, c'est 3 chamallows. Donc, tu auras 4 chamallows en tout que tu pourras manger. Et donc, en fait, l'idée, c'était de voir si les enfants se ruaient sur le chamallow en disant non, moi, j'ai pas envie d'attendre, je veux manger mon chamallow. Ou se disent 15 minutes, ça va, ça passe vite, j'attends et comme ça, j'aurai beaucoup plus de chamallows. Donc, il y avait les enfants qui se jetaient dessus parce qu'ils étaient affamés. Et puis, il y en avait d'autres qui tournaient autour de la table. Il y avait même des enfants qui étaient juste en train de dire non, je cache les yeux, je ne veux pas voir les chamallows pour ne pas être tenté. Et en fait, ils ont suivi les enfants des années plus tard. Et en fait, les chercheurs ont découvert que les enfants qui avaient su attendre avant de manger justement toutes ces guimauves, avaient mieux réussi dans la vie. Alors, dans les années 60, dans les années 80, le mieux réussi dans la vie, c'est ils ont fait des meilleures études, ils exercent un bon métier, ils gagnent mieux leur vie, ils consomment moins de drogue, ils sont plus minces, ils ont évité la prison et ils divorcent moins. Voilà, ça c'était ce qu'ils avaient repéré à l'époque. Et en fait, c'était Joachim de Posada qui a fait un bouquin d'ailleurs là-dessus, que vous pouvez retrouver sur Amazon et partout ailleurs. C'est Don't Eat the Marshmallow Yet. Et en fait, il explique justement que le succès ou l'échec ne repose pas simplement sur le fait de travailler de manière acharnée ou d'avoir un QI de dingue, mais en fait, ça va reposer surtout sur la capacité à savoir retarder
ce moment de jouissance lié à la récompense. C'est-à-dire que les enfants qui ont su attendre ces 15 minutes avant d'être récompensés par le fait d'avoir plus de chamallows, et c'est la même chose dans la vie. Si on est capable de retarder le plaisir, de te dire, OK, si je fais un effort, je vais avoir une jouissance supérieure, une récompense supérieure, c'est l'effet un peu de dopamine, hein, je fais l'effort pour attendre, pour justement avoir plus de récompenses. Et en matière de réseau, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez rencontrer dans votre vie des gens ce qu'on appelle des réseauteurs pressés ou les réseauteurs Kleenex, on les appelle aussi comme ça. C'est-à-dire c'est les gens qui viennent, qui sont impatients et qui vous demandent un truc. Et une fois qu'ils l'ont obtenu, merci, au revoir, ils s'en vont, vous n'en entendez plus jamais parler. Ça, c'est du réseauteur Kleenex. Le réseauteur qui est plutôt dans la durée, il ne va pas forcément tout de suite venir avec une demande « Est-ce que tu connais un tel ?» Non, il va s'intéresser à vous, il va vous poser des questions, il va essayer de vous rencontrer, il va d'abord échanger et créer du lien avec vous. Et après, effectivement, il va venir avec sa demande. Ça, c'est vraiment les méthodes réseau qui fonctionnent le mieux parce qu'on est dans la patience, on est dans la création de liens et après, on peut faire notre demande. Peut-être que la personne ne pourra pas vous aider, mais malgré tout, vous aurez créé une relation de confiance qui fait que la personne va se souvenir de vous positivement. Et le jour où elle pourra vous aider, elle le fera avec plaisir. Et ça, j'ai plein d'exemples perso à mettre en avant. J'avais un contact que j'avais rencontré en 2017 lors d'un salon. On avait échangé sur les réseaux et on s'était vu pour la première fois sur un salon professionnel. On avait bien sympathisé. Après, la personne, elle était dans le marketing digital. Sur les réseaux, j'avais vu qu'elle avait changé de métier. Elle faisait des savons, donc un métier artisanal, donc elle avait totalement changé de vie. Donc, j'avais trouvé ça sympathique, je l'avais soutenu, j'avais acheté ses savons. Et puis après, j'ai vu qu'il était revenu dans le monde professionnel et qu'il avait repris un travail en marketing digital plusieurs années après. Et donc, du coup, je lui avais félicité. On avait juste papoté comme ça sur LinkedIn, sachant encore une fois que je l'avais vu qu'une seule fois en 2017. Et en 2000, je crois que c'était en 2024 ou 2023, j'ai un doute, il m'a recontacté en me disant Amélie, on cherche dans l'entreprise, c'était pour Live Mentor, on cherche des personnes pour tourner des vidéos pour des formations. J'ai pensé à toi direct. Alors qu'en fait, j'ai vu quand même qu'une seule fois en 2017, on a échangé, on a papoté. Et par contre, pour faire du business, il a repensé à moi à un moment donné. Alors, vous allez me dire, mais entre 2017 et 2023 ou 2024, il se passe quand même beaucoup de temps. Mais oui, mais c'est ça le réseau. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire forcément en 3 mois. Si on veut un réseau de qualité, c'est un réseau qui dure et c'est un réseau sur lequel on va simplement prendre du plaisir à échanger avec les gens. Et on se dit, peut-être qu'un jour, ça va aboutir sur quelque chose. Si ça n'aboutit pas, ce n'est pas grave. J'ai pris plaisir à échanger avec quelqu'un. J'ai pris plaisir à découvrir son métier. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, il y a quand même toujours ce plaisir derrière. Donc, n'hésitez pas à être patient. Je fais souvent le lien avec le jardinier, où l'idée, c'est qu'on va travailler son réseau, on va prendre du temps, parce que c'est chaque jour qu'il faut entretenir son réseau. C'est chaque jour qu'on va penser un petit peu à remercier parce que quelqu'un nous a donné une information, que nous-mêmes, on va partager des informations à des gens qui nous l'ont demandé, parce que c'est ça aussi le réseau, c'est le côté j'aide aussi à mon tour. Et puis, à un moment donné, la fleur va sortir du pot et va grandir, parce que le réseau va vous aider aussi en retour. Et donc ça, c'est vraiment important de se dire, le réseau, c'est pas juste, je suis pas quelqu'un qui, je te contacte toi parce que toi, tu peux m'aider. Non, c'est j'aide, je contacte et je vois qui dans le lot peut me faire un retour. C'est pour ça que c'est très compliqué à le mettre en route et arriver à se dire, en fait, je ne suis pas là pour devenir un réseauteur Kleenex, je suis vraiment là pour devenir un réseauteur bienveillant, même si attention à ce mot, mais en tout cas où on est vraiment dans le plaisir du partage. Et ça, c'est sûr. Si on arrive à comprendre que le plaisir du partage est supérieur à tout le reste, forcément, il y aura une personne dans le réseau qui un jour viendra vous aider. Ce n'est pas forcément celle que vous avez aidée, mais il y aura d'autres personnes qui seront là pour vous aider. Donc, c'est vraiment tout ce que je peux vous inviter à faire par rapport au réseau. Du coup, on accepte qui dans le réseau? L'idée, ce n'est pas forcément d'accepter tout le monde. Il y a un petit acronyme qui s'appelle DREAM, qui fonctionne assez bien et que je trouve assez pertinent. L'idée, encore une fois, c'est les D, c'est les décideurs. C'est-à-dire, vous allez ajouter les RH, les chefs d'entreprise, toutes les personnes qui peuvent, ça peut être aussi les managers, toutes les personnes qui vous intéressent en lien direct avec votre métier et votre secteur. Pourquoi? Parce que vous avez ce lien
On cherchait tout à l'heure de se dire, il faut forcément avoir un point d'intérêt commun avec la personne dans le réseau. Eux, on a un point d'intérêt commun assez évident. Ensuite, on a ce qu'on appelle les relayeurs. Ça peut être des personnes qui vont partager des offres d'emploi, qui vont faire de la veille, qui vont du coup souvent partager une newsletter, ce genre de choses. Eux, ils relayent de l'information. Donc, eux, souvent, on peut aussi les penser avec les experts. Ça peut être un peu similaire. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est une personne, entre guillemets, lambda, qui partage de l'actualité. Et on se dit, si elle partage de l'actualité, elle a peut-être des informations régulières. Donc, je vais suivre, et ça peut être un média aussi, je vais suivre ce média ou je vais suivre cette personne pour être toujours au courant de ce qui se passe. Pourquoi c'est important? Parce que si vous suivez, par exemple, ce média ou ça peut être une page entreprise qui partage de l'actualité sur un métier, un secteur, des outils, vous n'êtes pas le seul à le faire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui suivent aussi ce même média ou cette même personne, ça peut être des personnes qui vous intéressent parce qu'elles aussi, elles travaillent dans une entreprise qui potentiellement pourrait vous embaucher, ou c'est aussi des personnes, encore une fois, il y a un centre d'intérêt commun, vous êtes intéressé par le même métier ou le même secteur, donc c'est peut-être un moyen de discuter avec ces personnes. Donc regardez toujours les personnes qui vont liker ou commenter des pages entreprises ou des publications de ces personnes-là, parce que c'est peut-être l'occasion de mettre un pied dans la porte, de dire « Ah, je vois que vous êtes passionné par tel métier, moi aussi. C'est quoi votre vision en ce moment du marché? C'est quoi vos techniques, trucs muches ?» On essaye de sympathiser pour avoir des informations et de voir comment on peut agrandir le réseau. Après, on a les experts. Là, c'est vraiment les personnes qui, on va dire, sont reconnues d'utilité publique, entre guillemets. Ça va être les personnes très suivies, très connues. Ça peut être des patrons d'entreprise, ça peut être plein de choses qui, effectivement, abordent des sujets qui vous intéressent. Ce n'est pas forcément des personnes qui sont tout le temps dans le fait de relayer des informations et donc, en lien avec votre veille. Mais en tout cas, c'est peut-être des gens qui font très souvent des articles, des newsletters ou des podcasts sur des thématiques précises et dites « Ok, ça m'intéresse ». Encore une fois, l'idée, c'est de regarder aussi, soit d'essayer d'échanger avec eux, mais de regarder aussi qui like, qui commente, parce que c'est dire que vous avez le même centre d'intérêt commun. On a Léa pour les amis, collègues, clients, famille, fournisseurs, je les ai tous mis ensemble. Pourquoi? Les amis et la famille, ce n'est pas ceux qui vont vous aider le plus. Parce qu'encore une fois, ils connaissent votre personnalité, donc ils vont mettre de l'affect, donc ils vont avoir du mal à vous donner des noms pour vous aider. Par contre, les collègues, les clients, les fournisseurs, ils ont travaillé avec vous, ils vous connaissent. Donc, potentiellement, si vous suivez leur actualité et si vous gardez le lien avec eux, ils peuvent vous donner des informations sur ce qui se passe sur le marché, sur le secteur. Tiens, il y a telle boîte qui a racheté telle boîte. Il y a un tel qui est parti dans telle entreprise parce que cette entreprise, en ce moment, elle recrute à gogo. Ah, OK, il y a des recrutements en cours. Je vais peut-être aller reprendre contact avec un tel. Ou là, en ce moment, ça ne va pas trop chez un tel. Ils sont en train de licencier tout le monde. OK, ça vous permet d'avoir toutes les informations du marché. Encore une fois, être au plus près des gens qui peuvent vous aider à retrouver, c'est faire aussi en sorte qu'ils se souviennent de vous et que vous restiez dans leur mémoire à long terme. Et donc, la redondance va être importante. L'idée, c'est juste de prendre le temps avec des anciens collègues ou des anciens clients, d'aller prendre un café, de les retrouver sur un salon professionnel, d'aller papoter. L'idée, c'est d'avoir ou de leur partager une information. C'est quelque chose qui peut être vraiment très, très court. Et puis, il y a les managers actuels et passés. L'idée, c'est que tous les managers que vous allez rencontrer, ou que vous avez rencontré, potentiellement, c'est aussi des personnes de votre réseau. Votre manager vous appréciait, il quitte l'entreprise, peut-être qu'il peut vous recontacter dans la boîte où il va, ou il entend parler de quelque chose, il peut aussi vous rappeler. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont importants. Ils peuvent aussi vous écrire des recommandations sur LinkedIn. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la partie profil, mais le fait d'écrire des recommandations, c'est aussi d'afficher le fait qu'on a apprécié travailler avec une personne. Donc, que ce soit un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur qui vous fait une petite recommandation en disant, voilà, j'ai travaillé avec un tel sur tel projet, j'ai apprécié telle qualité en particulier chez telle personne et je le recommande. Voilà, c'est juste un petit message qui est court et qui est appréciable. Quand vous faites des demandes de recommandations, dites-vous que les personnes à qui vous les demandez vont toujours être en panne d'inspiration et ne sauront jamais quoi écrire. Donc, n'hésitez pas à inciter et à influencer un petit peu l'écriture en disant, voilà, est-ce que tu peux écrire une recommandation pour mettre tel élément en avant? C'est-à-dire, on a travaillé ensemble sur tel projet. Si tu as apprécié mes qualités telles que ça et ça, n'hésite pas à le mettre en avant dans la recommandation. Donc, très souvent, les gens vont récupérer ces infos pour dire, OK, je vais écrire une reco dans ce sens. Parce que sinon, on se dit, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais écrire? Et s'ils hésitent à écrire, du coup, ils ne n'écriront jamais. Donc, on va les inciter en mettant en disant, tiens, écris là-dessus, ça peut être cool.
Donc là, on est vraiment sur la partie, on a travaillé, on sait qui on doit ajouter en réseau et on comprend que ça va prendre du temps. Donc, il va falloir travailler aussi régulièrement là-dessus. Et après, on a toute la partie, alors communication d'influence, j'ai plutôt parlé de personal branding. L'idée, c'est de se dire, OK, maintenant que j'ai un profil qui est bon, j'ai les mots-clés, je suis bien référencée. Maintenant que je sais qui je vais ajouter dans mon réseau et que j'ai répertorié toutes les personnes, vous pouvez vous faire un petit fichier Excel avec toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie et que vous devez absolument garder en contact. On va se dire, OK, maintenant, on va faire en sorte qu'ils se souviennent de moi, qu'ils ne m'oublient pas et que d'autres viennent à moi. C'est un peu l'objectif du personal branding. Encore une fois, l'objectif, c'est de se dire, en fait, sur LinkedIn, il n'y a pas tant de personnes que ça qui écrivent. On a à peine 1% des personnes qui écrivent sur LinkedIn. Donc, c'est dire la visibilité que vous pouvez avoir. Encore une fois, on peut faire plein de choses. La visibilité, elle va se faire aussi à travers les likes et les commentaires que vous allez pouvoir faire. Vous voyez une publication qui vous intéresse, hop, on fait un petit like simplement pour dire ça m'intéresse, ou alors on peut faire aussi un petit commentaire parce qu'on a envie d'apporter quelque chose à la publication. On peut simplement féliciter la personne parce qu'on a trouvé ça sympa ce qu'elle a écrit. On peut taguer une autre personne en disant « Ah bah tiens, ça pourrait t'intéresser ». OK. On peut aussi ajouter une information. Alors, je constate dans votre post que vous parlez de telle et telle chose, c'est très pertinent, mais par contre, vous n'avez pas abordé telle partie. Quel est votre point de vue? On n'est pas malveillant sur les commentaires, sinon on se transforme en hater, c'est pas l'objectif. Dites-vous que les recruteurs vont aller regarder ce que vous avez écrit, que ce soit dans les commentaires ou dans les publications que vous avez faites. Et donc, s'ils voient que vous êtes plutôt agressif sur les réseaux, forcément, ils ne vont pas avoir envie de vous recruter. Et attention, parce que l'agressivité peut venir vite, c'est-à-dire qu'entre ce que l'on écrit, entre ce que l'on pense, et ce que l'on écrit et ce que l'autre capte dans le message, il peut souvent y avoir une petite dissonance. Donc, on relit toujours son petit message avant de l'envoyer pour être sûr qu'on n'a pas mis de mots qui pourraient être vus comme étant agressifs. Encore une fois, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Et ça, c'est le commentaire, il y a une puissance sur le commentaire parce que l'auteur du post va vous repérer, va normalement vous répondre, c'est la moindre des choses. Les autres peuvent également repérer votre commentaire. Votre réseau va voir que vous avez commenté une publication. Et en fait, à chaque fois que vous faites une action sur LinkedIn, en fait, votre réseau va être informé. Un tel a commenté tel truc. Un tel a trouvé ce post intéressant. Oui, mais la redondance, on le sait en recrutement, plus vous allez être redondant dans la tête de votre futur employeur ou de votre futur client, plus il va penser à vous et plus quand il aura besoin d'un profil comme le vôtre, c'est vous qui va apparaître en premier dans sa tête. Donc, c'est ultra important, même si souvent, je vois des gens qui me disent « Ouais, mais bon, c'est chiant sur LinkedIn d'aller liker et commenter. » Oui, mais ça permet d'utiliser un biais cognitif qui va être en votre faveur le jour J. Donc, et comme tout le monde n'ose pas le faire, si vous le faites dans votre métier, vous allez sortir du lot, vous allez vous faire remarquer. Encore une fois, c'est un personal branding qui va être travaillé parce que l'objectif, c'est de vous valoriser. Comme je dis souvent aux gens, on n'est pas là pour se prendre en selfie au bord de la plage. C'est plus la saison, de toute manière. Mais on est là pour mettre en avant son expertise et comment être utile à une entreprise. LinkedIn sert à ça. Oubliez tous les posts ultra émotionnels que plein de personnes font pour jouer sur l'ego, sur tout ça, où ils se vantent d'être les plus beaux, les meilleurs. Ok, c'est des entrepreneurs, ils cherchent des clients qui ont à peu près leur âge, ça peut peut-être fonctionner pour eux. Vous êtes là pour mettre en avant votre expertise et c'est tout ce qui compte. Et d'ailleurs, je vous invite à écrire, forcément. Une fois que vous avez liké, commenté, il faut vous mettre à écrire. Alors, je sais, vous allez me dire, Amélie, j'aime pas ça. Personne n'aime ça. Enfin, si, moi, j'aime ça. Mais encore une fois, l'idée, on ne parle pas de vous, on parle d'un métier, on parle d'un secteur, on parle d'outils, on parle de l'actualité en lien avec votre métier et votre secteur. Quel est votre point de vue sur quelque chose? Quelle est l'évolution notamment avec l'IA, de votre secteur d'activité, quels sont les enjeux auxquels les entreprises doivent faire face, comment les entreprises doivent repenser leur organisation. Il y a énormément de sujets que l'on peut aborder. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez faire des publications écrites, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez faire des petits carousels, donc ces petites images qui passent sur le côté. Vous avez juste à faire un PDF, en fait, pour faire le carrousel. Quand vous êtes sur Canva, par exemple,
vous faites un petit carrousel, vous l'exportez en PDF et quand vous l'ajoutez sur LinkedIn, en fait, il va prendre une slide, une page, une slide. Pour faire des vidéos, si vous sentez de faire des vidéos. Voilà, la vidéo, ça prend du temps, mais avec CapCut, après, derrière, ça va assez vite. Mais c'est autant de choses où cette redondance de visibilité va vous permettre d'être repéré par votre futur employeur. Alors, de quoi on parle? Je vais déjà donner des petites idées. Là, je vous en ai mis une petite dizaine. Ça peut être, voilà, je vulgarise ou je sensibilise ou j'explique une info financière ou marketing ou en lien avec votre métier. Je résume une idée ici de plusieurs articles. Vous avez repéré plusieurs articles qui parlent de la même thématique. Eh bien, vous allez en faire un résumé et ce résumé, vous allez pouvoir l'écrire. Et dans les commentaires, vous pouvez mettre les sources des articles en disant, voilà, si pour ceux qui veulent lire les articles en entier, voici les sources des différents articles. Vous avez juste fait une synthèse. Ça peut être ça aussi, le côté comment je montre mon expertise par rapport à un métier. Ça peut être une fois par semaine, je fais une synthèse justement de ma veille en disant, voilà, les 3 actus dans le secteur, je sais pas moi, du BTP ou du développement commercial, c'était les 3 actus à ne pas louper cette semaine ou cette quinzaine. Et vous faites juste un peu comme le ferait quelqu'un dans la presse, vous faites un retour de l'actualité. Vous pouvez donc poser des questions, vous pouvez parler d'un sujet métier avec le fameux pourquoi ce métier est en péril ou comment sauver ce métier à l'aube de 2026. Encore une fois, il y a énormément d'éléments que vous pouvez mettre en avant. Vous pouvez partager des chiffres, des statistiques, vous partagez votre veille. Donc, si vous écoutez des podcasts, je vous recommande d'écouter des podcasts autour de votre métier ou de votre secteur. Si vous regardez des vidéos TEDx, ces vidéos qui sont sur YouTube, vous pouvez les partager. Le podcast, vous pouvez le partager. Et l'avantage, c'est que la plupart des podcasteurs sont présents sur LinkedIn. Donc, si vous dites, moi, j'écoute les podcasts de un tel et dans la dernière vidéo, il a invité telle personne et vous taguez toutes ces personnes et j'ai trouvé pertinent quand ils ont abordé tel et tel sujet. Voilà pourquoi j'ai trouvé ça pertinent. Forcément, le podcasteur et le podcasteur et très certainement les invités vont venir répondre à votre publication parce que pourquoi? Pour eux, ça leur donne encore plus de légitimité et ça flatte leur ego. Et très souvent, dans ces cas-là, ils viennent pour liker et commenter. Donc, ça veut dire que leur communauté va vous voir, va vous remarquer et potentiellement un futur employeur ou un futur client. Encore une fois, c'est vraiment des techniques de visibilité où vous avez apprécié quelque chose, vous le dites. Vous savez, c'est comme quand on rencontre des potes et qu'on se dit simplement, tiens, merci de m'avoir aidé pour mon déménagement, merci de m'avoir aidé pour, je sais pas, tel truc. Là, on fait exactement la même chose sur les réseaux. Et puis, après des lectures inspirantes, vous avez plein de bouquins derrière. Dès qu'il y a un bouquin que vous avez lu, que vous avez aimé, pareil, vous pouvez, j'avais un contact qui faisait ça sur Insta. Dès qu'il lisait un bouquin, il fleurait quelques phrases et c'était sa phrase d'inspiration qui lui donnait envie d'écrire certaines choses sur Insta. Donc, il prenait en photo la page du livre avec les lignes fluorées. Il disait, voilà, ce bouquin de tel auteur m'a inspiré, surtout à ce moment-là, ça m'a fait évoquer telle et telle chose. Donc, on a envie de le partager. Et puis après, vous avez LinkedIn Actualité qui partage souvent des petites actus, donc qui vous permettent de rebondir aussi sur des petites actualités que LinkedIn, encore une fois, met en avant, qui sont tout aussi importantes. Cueilleur chasseur, je n'avais pas vu le petit message de Arnaud, effectivement. L'intérêt, je vous l'ai déjà dit, mais c'est l'effet de simple exposition. Plus on est exposé à une personne ou une information, plus on la trouve familière et crédible. Je ne peux pas en dire plus, je pense que tout est là. Encore une fois, la redondance, le fait et la pertinence forcément de ce que vous allez écrire, dire. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas toucher forcément 1 million de personnes, je ne vous demande pas de buzzer quand vous allez écrire des choses, mais c'est de toucher, si vous touchez 2 personnes, si vous touchez qu'une personne, mais que c'est la bonne personne, vous avez fait le job. Donc, encore une fois, il ne faut pas regarder toute la partie métriques que LinkedIn met en avant. Encore une fois, c'est vraiment la pertinence. Qui je touche? Quelle est ma cible? Est-ce que ce que je vais lui écrire va l'impacter, peut l'intéresser? Et donc, si oui, j'ai fait le job. Et cette personne, forcément, naturellement, elle va penser à vous et à un moment donné, elle va dire, oui, le petit Arnaud, il cherche un boulot, machin, tiens, il faut que je le contacte. C'est vraiment les petites fonctionnalités qui sont essentielles et qui permettent vraiment de sortir du lot. Je sais que la première publication, elle est toujours compliquée. Si vous n'avez pas l'habitude
Je suis tout à fait OK à ce que vous m'écriviez en privé, pareil, soit par messagerie ou sur LinkedIn ou autre, en me disant bah, Amélie, voilà ma première publication que je voudrais faire, est-ce que tu peux me donner ton avis ou alors vous me taguez sur votre première publication et je viendrai vous soutenir et vous faire un petit commentaire parce que je sais que la première publication elle est toujours un petit peu elle est toujours difficile. 3 petits hacks aussi qui sont intéressants pour trouver du contenu, donc soit pour faire votre veille ou pour savoir où aller liker et commenter. C'est la recherche par contenu. Donc, la recherche par contenu, quand vous êtes sur la page LinkedIn, vous allez taper un mot-clé. Je ne sais pas, moi, là, j'avais mis quoi par exemple, le CDI Paris avec des posts. Et en fait, vous allez directement taper, vous voyez, le petit bouton vert post, des posts ou contenu, ça dépend un petit peu des fois sur smartphone, c'est un peu différent. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez avoir les offres d'emploi qui ne sont pas dans la partie offres d'emploi, mais qui sont dans le fil d'actualité de LinkedIn. Donc, ça vous permet, de trouver des offres d'emploi, mais vous pouvez aussi chercher simplement de l'information sur de l'actualité, sur une newsletter. Vous pouvez très bien mettre newsletter finance, newsletter marketing digital. Et comme ça, vous allez trouver de l'actualité et de l'information sur lequel vous allez pouvoir rebondir. Vous pouvez la trier aussi, là, c'est classé par date. Donc, sur la dernière journée, les dernières 24 heures, la dernière semaine, le dernier mois. Donc, ça peut être intéressant. Vous pouvez chercher en fonction du secteur de l'auteur ou si vous voulez que ce soit uniquement des choses qui ont été publiées par des personnes de votre réseau. Vous dites, bah, OK, je me suis fait une liste de, je sais pas moi, 20 personnes que je veux suivre sur LinkedIn. Et ben, je les ai mis en favori sur mon ordi. Et donc, je clique de temps en temps sur leur profil pour suivre l'actualité ou bien vous trier en fonction de leur ordi. Ça peut être une petite technique intéressante. Les personnes qui n'ont pas coupé leur micro. Hop, on va essayer de regarder vite fait pour pas être. Que je regarde qui n'a pas le micro coupé aussi. Ah, c'est bon. Sinon, c'est pas facile. Donc, ça, c'est la recherche par contenu. Vous en avez d'autres, forcément. Vous avez la recherche dans les groupes, qui est ultra précieuse, la recherche dans les groupes, et que l'on a trop souvent tendance à oublier. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez. Vous pouvez être membre jusqu'à 100 groupes. 100, c'est déjà pas mal. Hein. Là, l'idée, c'est de dire, OK, toujours depuis la page d'accueil de LinkedIn, vous dites, bah, OK, là, j'avais fait quoi, une recherche sur les DRH. Vous tapez DRH. Au lieu de chercher, comme j'ai vu tout à l'heure, la partie poste, vous allez chercher la partie groupe. Et en fait, LinkedIn va vous indiquer tous les groupes qui sont référencés justement avec ces mots-clés. Et vous allez pouvoir demander à intégrer ces groupes. C'est totalement gratuit. Vous avez des fois un modérateur qui va vous accepter ou pas en fonction du nombre de demandes que vous avez ou de la pertinence par rapport à votre profil. Là, typiquement, ce qui va être intéressant, ce n'est pas tellement ce qui est dit dans les groupes, parce que c'est juste des republications de ce qu'on voit sur LinkedIn. Ce qui est intéressant, ce sont les personnes qui font partie de ce groupe. Là, je prends l'exemple des DRH. Je vois que dans ce groupe, il y a 16 450 personnes. Et surtout, lorsque je clique pour voir la liste de tous les membres, et bien à côté, j'ai quoi? J'ai le petit bouton message. Je n'ai même pas besoin de cliquer sur le bouton se connecter. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rentrer en direct en contact avec cette personne. Vous pouvez leur envoyer un message directement dans la messagerie LinkedIn. Autant vous dire que tous les commerciaux connaissent ce truc. Et pour de la prospection, c'est assez magique. Parce que derrière, soit vous connectez ça avec un Phantom Buster, un Wallaxy, ce que vous voulez. Et en fait, vous pouvez automatiser l'envoi de messages aux personnes qui sont dans ce groupe. Donc, c'est assez pratique. Mais sinon, vous pouvez vous sélectionner, commencer à filtrer, dire « OK, lui est dans telle entreprise, ça peut m'intéresser, je veux lui envoyer un petit message ». Dans la messagerie, lorsque vous allez lui envoyer un message, la personne va recevoir un petit message en disant je sais pas moi, Marie-Caroline vous écrit parce que vous êtes tous les deux membres de tel groupe. Donc, elle va savoir que ça vient de la part du groupe. C'est ça aussi qui est intéressant. Et votre premier petit message, on va le voir après, ça peut être simplement, voilà, on partage le même intérêt pour tel métier ou tel secteur, au plaisir d'échanger sur le sujet. Rien de plus. Ne demandez rien au premier message. Ne vendez rien au premier message. On est sur un premier message de contact. C'est la même chose. Quand on drague une personne, on ne va pas tout de suite à la finalité du pourquoi on la drague. On y va crescendo. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est vraiment important. Donc là, la partie groupe, je trouve qu'elle est ultra intéressante parce qu'on peut faire énormément de choses avec tous les groupes qui peuvent exister. Et puis, on a la même chose avec les événements.
Dès qu'il y a un événement sur LinkedIn, c'est la même chose. On fait depuis la page d'accueil de LinkedIn une recherche événement avec des mots-clés. Et donc là, vous allez savoir tous les webinars, salons, conférences qui sont référencés sur LinkedIn et que les entreprises les entreprises proposent de vous connecter. Donc, c'est soit ils vont vous inviter à vous connecter directement sur la plateforme, soit ils vont derrière vous dire inscrivez-vous et on vous envoie un lien Teams, Zoom, le jour J de la réunion. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose. On voit le nombre de participants, donc ce sont toutes les personnes qui se disent être intéressées par un événement. Dès lors que vous cliquez simplement par cet événement m'intéresse, vous intégrez la liste des participants et donc vous intégrez un groupe qui réunit tous les participants avec lesquels vous pouvez échanger. Si vous êtes passionné, je sais pas moi, de physique quantique, eh bien vous pouvez discuter avec tous ceux qui sont passionnés de physique quantique. Si c'est l'objet de votre futur job, il y a peut-être un futur employeur dedans ou un futur collègue ou une personne qui connaît quelqu'un qui va pouvoir vous donner des informations. Donc, les groupes, les événements et la recherche par mots-clés, clairement aujourd'hui, c'est ce qui vous permet de sortir un petit peu du lot. Pour ce qui est des demandes de contact, il y a des petites nouveautés. La petite nouveauté, c'est que quand vous êtes sur un compte gratuit, vous ne pouvez envoyer que, on va dire, une dizaine d'invitations par mois. Vous êtes assez limité. Parce que vous décidez de mettre un petit message. Et moi, j'avoue, j'adore quand je reçois des petits messages, qu'on m'explique pourquoi on nous demande de se connecter à moi. Cependant, la plateforme, je ne sais pas pourquoi, vous donne beaucoup plus de possibilités de demander des gens en contact si vous ne mettez pas de notes. Donc, en fait, si vous cliquez de manière un peu frénétique sur « se connecter », et bien en fait, vous pouvez aller jusqu'à 100 à 200 demandes de connexion par semaine sans aucun problème. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste hallucinant. Donc, tout ça avec la version gratuite. Donc, en fait, si vous faites des demandes de contact sans notes, vous pouvez en envoyer beaucoup plus qu'avec notes. Donc, on va dire, ceux avec notes, c'est vraiment pour les contacts plus vraiment importants. Et puis, en sachant que du coup, les gens acceptent tout aussi facilement avec ou sans notes. Une fois que la personne sans note a accepté la demande de connexion, vous lui envoyez un petit message pour lui expliquer pourquoi vous avez demandé cette demande de connexion, pour, je sais pas, la féliciter de quelque chose, la remercier de quelque chose, ou lui demander une information X ou Y. Encore une fois, on est à nouveau dans la création du lien. Là, l'intérêt ici, c'est en neurosciences, on va appeler ça le biais de similarité. Parce qu'on va créer beaucoup plus facilement des liens avec des personnes qui nous ressemblent ou parce qu'on partage le même centre d'intérêt avec cette personne. Vous aimez tous les deux le golf, et forcément, vous allez créer un lien d'affinité. Vous venez de la même école, biais de similarité. Vous allez travailler dans les mêmes entreprises, biais de similarité. Et donc, inconsciemment, on est attiré par ça. C'est un biais cognitif. En recrutement, on essaye de lutter contre ça en disant il ne faut pas qu'on recrute des clones. Mais inconsciemment, on a tous ce biais. Et c'est aussi pour ça que souvent dans les startups, quand vous regardez les photos de groupe dans les startups, ils se ressemblent tous et ils viennent tous de la même école. Eh ouais, biais de similarité, mais alors là, go. Donc, encore une fois, je sais qu'en recrutement, on essaye de faire fi de ce biais de similarité, mais vous, n'hésitez pas à l'utiliser pour travailler votre réseau, pour vous rapprocher de personnes avec qui vous partagez les mêmes centres d'intérêt et avec qui vous avez des points communs, parce que inconsciemment, on va vous trouver beaucoup plus sympathique parce que on aime la même chose. Si on aime la même chose, c'est que vous êtes forcément beaucoup plus sympathique. Donc, vraiment, jouez là-dessus dans le cadre de votre réseau. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que chaque information va devenir une opportunité pour candidater et pour réseauter aussi. Donc, soyez curieux, intéressez-vous à énormément de choses autour de vous et vous allez voir qu'en fait, chaque message, chaque article que vous allez lire, chaque podcast que vous allez écouter, chaque information que vous allez capter, vous allez vous dire, je peux en faire quelque chose. En fait, c'est une richesse incroyable que l'on a là, mais qu'on n'exploite pas quand on oublie le réseau et qui en fait est présente et qu'on peut utiliser pour rebondir. Parce que toutes ces informations-là vont surtout servir à rebondir et à pouvoir relancer une personne, à pouvoir écrire à une personne pour la première fois, à reprendre contact avec une personne pour qui peut-être ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de nouvelles. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, ou faire de la veille, donc on a la presse économique, French Web, Challenge, Les Échos, comme vous voulez. On a les événements métiers, des meet-up, Eventbrite, Salon Pro, les after-work alumni de l'école, les recherches fichiers que vous pouvez faire sur Google ou via le site aef.cci.fr. Vous pouvez regarder toutes les entreprises qui ont une certaine taille d'entreprise, qui sont dans un secteur géographique, un certain nombre de salariés. Et vous pouvez, si vous avez un résultat qui est moins de 100 résultats,
la CCI vous affiche le nom des entreprises. Donc, ça peut aussi faciliter la prospection. Et puis, vous avez LinkedIn, donc avec les groupes et les événements. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de travailler toute cette veille. Moi, je vous recommande souvent de faire au moins une fois par semaine, ou alors c'est tous les jours pendant 1 heure, d'avoir une veille sur un outil différent. Je fais une veille sur un groupe le lundi, le mardi, je fais une veille dans les journaux, le mercredi, je fais une veille peut-être sur, je sais pas moi, sur Insta, Twitter, j'en sais rien. Le jeudi, je fais une veille parce que je regarde les événements qui peuvent avoir lieu dans mon quartier ou dans ma ville. Comme ça, vous ne mettez pas il y a une routine, mais vous n'allez pas vous ennuyer à faire tout le temps la même chose. Vous savez qu'il y a un jour une action qui est différente à réaliser. Parce que si vous faites tous les jours la même chose, vous allez vous ennuyer. Donc ça, c'est important. Une fois que vous avez toutes ces infos, que vous avez tous ces éléments, vous savez que telle personne dans telle entreprise change de boulot, devient le DRH, devient le patron, devient le DAF ou quoi que ce soit, bah là, vous allez les contacter, forcément. Et donc, pour les contacter, des petits outils magiques, vous allez essayer de choper leur email. Donc, on l'a sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez une extension Chrome que vous pouvez ajouter qui s'appelle scrap.io. Vous la voyez là en bas à gauche. Quand vous ajoutez cette extension scrap.io et que vous visitez le profil LinkedIn d'une personne, eh bien, vous allez pouvoir, si l'outil le trouve, trouver son adresse email. Et donc, vous allez pouvoir lui écrire en direct sur sa boîte mail. Vous avez aussi hunter.io que vous pouvez retrouver jusqu'à 25 adresses email gratuites par mois. Scrap, alors ça dépend des moments. À une époque, moi je suis toujours sur la partie gratuite avec 100 emails gratuits par mois. Mais là, ils l'ont redescendu. A priori, si on s'inscrit maintenant, on est à 50 adresses email gratuites par mois. C'est déjà sympa. Après, vous en avez d'autres qui sont payants. Il y a Drop Contact, il y a FindZat, il y a Lusha. Lusha, vous trouvez même les portables. C'est incroyable. Il y a Casper, il y a Contact Out. Il y en a énormément. Moi, je suis très fan, effectivement, de Hunter et de Scrap. Je trouve qu'ils sont très efficaces. Il y a Norbert aussi. Je crois qu'il y a une version gratuite de Norbert qui est plutôt intéressante et que vous pouvez utiliser. Mais déjà, Hunter, c'est vraiment bien. Je n'avais pas vu le message d'Hervé pour les groupes. Message possible avec LinkedIn gratuit. Oui, tout à fait. C'est tout l'intérêt. Là, tous les astuces que je vous donne, c'est avec un LinkedIn gratuit pour les groupes, les événements et tout. Et effectivement, avec un LinkedIn gratuit, l'intérêt des groupes, c'est que vous pouvez écrire à tout le monde. C'est pour ça que c'est magique. Et Arnaud qui me dit, n'est-ce pas trop intrusif d'écrire directement par email lors de la visio? On disait de ne pas être trop intrusif, de ne pas non plus de la prise de contact. Alors, l'idée de l'adresse email, alors vous n'allez pas non plus faire 10 emails tous les jours, parce que là, sinon, effectivement, il y a les flics qui débarquent chez vous. L'idée de l'email, c'est d'être dans je partage quelque chose à quelqu'un. Ou je l'informe de quelque chose. Imaginons, vous avez connaissance qu'un ou une DRH prend un nouveau poste. Je ne sais pas, le DRH change, je sais pas, la SNCF, vous avez envie de postuler à la SNCF, vous trouvez l'adresse email du DRH de la SNCF, vous pouvez lui écrire bonjour monsieur Trucmuche, je viens de lire dans tel magazine que vous étiez le nouveau DRH, félicitations pour votre prise de poste, plein de nouveaux enjeux s'offrent à vous désormais. Et vous allez simplement lui dire peut-être quels sont les 2-3 prochains enjeux de la SNCF d'un point de vue RH et que vous vous tenez à sa disposition si il souhaite s'épauler d'un expert en la matière. Point. On est vraiment juste sur quelque chose de ultra basique. C'est je le félicite, je lui explique les enjeux auxquels normalement il a conscience et comment moi je peux l'aider aussi s'il le souhaite. Ça peut être juste ça le message. Donc il n'y a pas de les gens ont l'habitude de recevoir des emails. Encore une fois, ce sont les emails professionnels des gens. Vous n'allez pas leur écrire sur leur boîte Gmail ou Yahoo ou Wanadoo, parce que là, effectivement, c'est intrusif et RGPD ne va pas être d'accord. Mais par contre, sur une email professionnel, il n'y a aucun souci. Vous êtes un professionnel qui écrit à un autre professionnel. Donc, il n'y a aucun souci de l'idée d'écrire. Et puis, après, vous pouvez très bien attendre 15 jours, 3 semaines pour envoyer un deuxième email, pour prendre des nouvelles, partager une autre actualité. Encore une fois, l'idée, c'est de créer du lien sur la durée pour qu'à un moment donné, la personne se souvienne de vous et vous dise écoutez, c'est très intéressant, je vous invite à vous rapprocher de mes équipes recrutement ou je vous invite à regarder les offres d'emploi qu'on va publier, blablabla. Ça peut être… mais l'idée, encore une fois, c'est la personne va se souvenir de vous, va à un moment donné enregistrer votre nom dans sa mémoire. Et donc, c'est ça aussi qui va être pertinent. N'ayez jamais peur d'écrire aux gens.
Donc, on va booster les messages. C'est aussi cette partie que je voulais voir avec vous. On a aussi des personnes qui, quand on écrit, que ce soit par email ou sur LinkedIn, les gens ne vous répondent pas. Pourquoi les gens ne vous répondent pas? 3 raisons. Le temps, la demande, le suivi. Le temps, vous êtes pressé. Donc, moi, je vois souvent des gens qui m'envoient des CV sur LinkedIn alors que je n'ai rien demandé et qui, quelques temps après, m'écrivent « Ouais, alors, j'ai toujours pas eu de réponse de votre part. » Déjà, avec cette demande-là, je ne vais pas avoir envie de te répondre. Mais en même temps, le temps, les gens sont pressés. Oui, mais je vous ai dit, le réseau, ça prend du temps, le réseau. Il faut laisser le temps au temps. Donc, en fait, si vous écrivez à quelqu'un parce que vous voulez une réponse dans la journée ou dans l'heure, c'est mort, en fait. Sur LinkedIn, on peut vous répondre au bout d'une semaine, au bout de 15 jours. J'ai mis 1 an, un jour, à répondre à une personne. Je lui ai répondu, je me suis excusée platement. Et du coup, on a repris la conversation en disant, pas hésiter à me relancer si jamais vous voyez que j'oublie de vous répondre. Mais parce que sur LinkedIn, le message qui arrive en premier, à la fin, il finit tout en dessous de la pile parce que c'est les messages qui arrivent en dernier qui sont en haut, comme souvent dans votre boîte mail. Donc, et comme on n'a pas forcément l'habitude de traiter le premier qu'on a reçu, mais plutôt le dernier qu'on a reçu, du coup, on a tendance un peu à oublier les gens. Donc, le temps, soyez patient. La demande, il y a la manière d'écrire aux gens, la manière de formuler. Sauf erreur de ma part, déjà, ça ne marche pas. J'ai toujours pas eu de réponse. Dites-vous que si vous démarrez un message sur LinkedIn, essayez de le commencer par un « vous », pas par un « je ». Votre secteur d'activité, c'est pas « j'ai vu que votre secteur », non, c'est votre secteur. En commençant par un « vous », vous montrez de l'importance à votre interlocuteur. Si vous commencez par un « je », ça veut dire que vous parlez de vous à l'autre, et l'autre, il s'en fout dans l'immédiat, il ne vous connaît pas encore. Donc, par contre, montrer que vous vous intéressez à l'autre est beaucoup plus pertinent, et inconsciemment, il va se dire « Ok, il s'intéresse à moi, donc en retour, je vais m'intéresser à lui. » Et le suivi, souvent, vous avez des personnes à qui on va donner des informations. J'avais idée comme ça des jeunes à trouver, et puis ils avaient trouvé du boulot, mais ils ne m'avaient pas tenu au courant, et je vois une publication, un tel a trouvé du taf, je dis c'est cool, il aurait pu me prévenir en fait. Et j'aurais juste été content. Encore une fois, c'est le côté flatter un peu l'ego, dire ok, c'est cool, j'ai trouvé, je voulais vous remercier, juste en message privé, ça aurait été très bien. Et vous avez des personnes, vous les avez aidées, elles vous ont pas donné de nouvelles, et puis elles reviennent vers vous quelques mois après en disant oui, là j'arrive pas, j'ai besoin d'aide pour mon CV. Alors déjà, je t'ai filé des infos la dernière fois, tu m'as fait aucun retour. Donc là, je vais arrêter d'être sympa et de continuer à te donner des infos alors que à aucun moment tu me dis merci ou tu me tiens au courant des infos de ce que tu utilises, comment tu utilises les infos que je te donne. Donc c'est encore une fois, c'est l'humain, c'est de l'affect, c'est des émotions, c'est de l'ego, mais c'est comme ça que les humains fonctionnent en fait. Si vous avez toujours quelqu'un qui vient vous demander quelque chose, c'est comme si vous aviez votre voisin qui venait toujours dans votre cuisine pour vous piquer votre beurre, vos œufs, votre jambon, votre fromage, et ne vous disait jamais merci et ne vous ramenez jamais rien. Au bout d'un moment, vous allez arrêter d'ouvrir la porte en fait. Vous allez dire c'est bon, je suis pas là pour que tout le monde vienne te servir. Juste un merci, au fait, j'ai besoin de faire des crêpes, j'ai plus d'œufs, est-ce que tu peux… Oui, je sais pourquoi, donc potentiellement, je suis d'accord de le faire. Et d'avoir un merci derrière, en fait, c'est ce qui va permettre, encore une fois, de garder le lien et de faire en sorte que la personne aura toujours envie de vous répondre. Donc ça, c'est vraiment important. Gentle time remailer, il est bientôt 12h15. Oui, je me dépêche. Parce que c'est vrai que c'est important. Vite fait, les messages. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter de 70% le taux de réponse sur LinkedIn. On n'a pas peur de relancer. C'est ultra important. La relance, ça peut être plein de choses. Est-ce que vous êtes le bon interlocuteur pour aborder tel sujet? Votre temps est précieux. Encore une fois, c'est vraiment… Je sais que votre temps est précieux. J'aimerais découvrir votre métier ou votre secteur. Est-ce que vous auriez 10-15 minutes à m'accorder en visio ou autour d'un café? Je l'imagine sans peine que vous êtes débordé. Alors, ça peut être vous êtes débordé, je n'en doute pas. Hop, comme ça, on inverse la phrase. Je vais donc être direct. Un profil comme le mien peut-il intéresser votre entreprise? Là, ce qui est intéressant, c'est que si vous écrivez ça à un recruteur pour le dernier, vous ne lui envoyez pas de CV. Pourquoi? Votre profil LinkedIn, c'est déjà votre CV. Ça veut dire que le recruteur va aller voir votre profil. Si le profil l'intéresse, instinctivement, le recruteur va dire effectivement, ça peut nous intéresser, envoyez-moi un CV. Oui, mais c'est lui qui est en train de le demander. Du coup, ce n'est pas vous qui êtes en train de spammer pour envoyer votre CV partout, c'est lui qui demande votre CV. Donc, c'est vraiment des petits éléments qui sont importants. Ça peut être, voilà, j'ai échangé avec un tel qui m'a parlé de vous, j'ai consulté votre profil et votre parcours, j'ai d'ailleurs une question à tel sujet, ou alors j'ai beaucoup aimé votre dernière publication ou podcast qui parlait d'eux. Encore une fois, c'est je valorise l'autre
Et derrière, je peux lui poser une question. Ça peut être une question en lien avec le podcast, avec son post, avec son actualité, ou simplement, on ne demande rien. Et je voulais juste vous remercier pour telle chose. Ce que vous écrivez permet de rester en veille sur tel métier qui me passionne. Un grand merci. Juste ça, les gens adorent. On adore quand vous ne nous demandez rien, en fait. Et donc ça, c'est encore une fois des petits éléments qui sont essentiels et qui fonctionnent très bien. Le recruteur, il a besoin de plusieurs contacts avant de vous répondre et c'est tout à fait normal. Encore une fois, la redondance va être très importante. Donc, ça peut être, j'envoie un message d'invitation sur LinkedIn. Ensuite, j'envoie un deuxième message pour remercier parce qu'il m'a accepté. Ensuite, c'est j'ai vu que votre entreprise recrutait tel type de profil. Est-ce qu'un profil comme le mien peut vous intéresser? Après, ça peut être votre temps est précieux et j'aimerais beaucoup échanger avec vous. Et puis après, c'est message de clôture. A priori, vous n'êtes peut-être pas le bon interlocuteur. Je vous remercie en tout cas pour le temps que vous m'avez accordé, le temps de lecture. Je vous souhaite une bonne journée. Si j'ai mis le faux mot, parce que des fois, les personnes, quand on leur fait le clap de fin, genre bon, j'arrête de vous embêter, j'écris plus, et ben dans ces cas-là, les personnes vous répondent en disant non, excusez-moi, c'est juste que j'ai pas eu le temps de répondre. En fait, ils ont tellement, c'est le fameux fear of missing out, c'est-à-dire qu'on a tellement peur de louper une opportunité qu'on se jette dessus au moment où la personne dit bon, là, les inscriptions sont closes, c'est fini, c'est terminé, on ne peut plus échanger, tant pis, merci, au revoir, bye bye. Là, non, attendez. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont vraiment importants. Quand vous allez vouloir écrire avec des opérationnels, par exemple, là je vous montre par exemple avec un opérationnel pour créer du lien, c'est bonjour, on partage le même intérêt pour telle chose, j'aimerais beaucoup suivre votre actualité, connectons-nous, ou alors je vous découvre sur LinkedIn et j'apprécie beaucoup vos prises de parole, je serais ravie de vous avoir dans mon réseau. Encore une fois, c'est un premier message qu'on peut envoyer très facilement à quelqu'un. Un recruteur, c'est j'ai rencontré cette personne qui travaille dans ce métier, son profil pourrait-il vous intéresser? Et vous allez recommander d'autres personnes à un recruteur. Le recruteur va dire ah ok, c'est vrai que c'est un profil qui pourrait nous intéresser, ou ah non, actuellement c'est pas un profil qui nous intéresse, mais merci. Mais ça n'empêche que vous avez un premier contact avec le recruteur. Potentiellement, alors quand je dis recruteur, là c'est plus cabinet de recrutement. Et donc dans ces cas-là, derrière il peut vous dire est-ce que vous êtes en recherche, votre profil peut nous intéresser, voilà. Tout cabinet de recrutement de son nom, normalement, on va se jeter sur toute personne qui le contacte. Et le contact classique, c'est vous assistez à tel événement, nous pourrions nous y retrouver autour d'un café, qu'en dites-vous? Encore une fois, c'est j'essaye d'échanger avec un parfait inconnu sur LinkedIn. Et ça met en avant l'effet Benjamin Franklin. C'est-à-dire que lorsqu'une personne nous rend un service, elle est plus encline à nous apprécier et à nous aider à nouveau. C'est-à-dire que vous allez… alors, quand je dis rendre service, c'est vous lui demandez un conseil, vous lui demandez un avis, ce genre de choses. Donc, demander un conseil, un avis à une personne, et inconsciemment, ça va créer une relation de confiance. Parce que voilà, est-ce que vous pourriez me donner tel type de conseil, ou me donner un avis sur tel type de choses? Elle vous rend service. Et ça marche à chaque fois, en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est aussi important d'apprendre à donner avant de recevoir, et que le réseau, c'est d'abord apprendre à échanger, discuter, partager avant de se jeter sur les personnes à tout va, quoi. Donc, n'ayez pas peur de… ça, c'est si vous rencontrez des gens dans la vraie vie. Voilà, le siège est libre, je peux m'installer, merci, j'en profite pour me présenter. Si vous allez à des événements, comment avez-vous pu entendre parler de cet événement? Encore une fois, c'est échanger avec les gens. Ces petites phrases qui, mine de rien, peuvent vous aider énormément. Je terminerai là-dessus, sur les 10 minutes par jour, avec une action par jour. C'est liker quelques publications. Okay. Ça, c'est quelque chose que vous faites chaque jour. Enfin, ça peut être le lundi. Le mardi, ça peut être je vais commenter des publications. Le mercredi, je vais répondre à des messages. Le jeudi, j'envoie des invitations personnalisées. Et le vendredi, je fais ma veille sur les mots-clés. Avec ça, vous avez de quoi vous éclater véritablement sur LinkedIn. Voilà. Je termine ici. S'il y en a encore qui sont là et qui ont des questions à me poser, sachez en tout cas que le LinkedIn et le réseau, c'est clairement des éléments qui peuvent vous aider, qui va vous permettre, en fait, LinkedIn, il faut vraiment le prendre comme un réseau, d'ailleurs j'ai la petite slide là, qui vous permet vraiment de vous éclater et d'écrire et d'échanger avec un maximum de personnes. Donc ça, c'est vraiment important.